Les 1001 vies de Saïn, une enquête de Karim Boukercha. Épisode 2, avant le tag. Quand j'ai commencé mon enquête, je voulais comprendre qui était Saïn, d'où il venait et comment il était entré dans le monde du tag. En discutant avec sa famille, j'ai appris qu'il avait grandi dans l'ouest parisien, à 2 pas des Champs-Élysées, ce qui ne le prédestinait pas spécialement à une carrière dans le hip-hop. Mais surtout, j'ai découvert qu'avant le graffiti, c'est par la danse que Saïn était entré dans cette culture. Donc à ce moment-là, on est en 1984, il y a une grosse mode autour du Smurf, qui nous vient des États-Unis, et qui est popularisée en France, notamment à travers une émission de télé qui s'appelle HIP HOP. Et donc Saïn, comme beaucoup de gamins de cette époque-là, se mettent à flasher sur cette danse et découvrent le milieu hip-hop par ce biais-là. Les 1001 vies de Saïn. Il adorait danser. Il dansait admirablement. Parce qu'à chaque fois qu'il dansait, tout le monde était « Ah oui, d'accord ». Et il adorait ça. Ça, je le voyais parce que de toute façon, quand on était aussi en réunion à danser en famille, il s'amusait à faire des trucs. Ouais, vachement bien même. Gurvan, quand il avait 16 mois, et ça c'est vrai, il s'est mis à danser et les adultes étaient scotchés. Un petit de 16 mois qui dansait, mais c'était fabuleux. Bien en rythme, le truc et tout, très original, à 16 mois. Non, mais c'est vrai que il adorait danser, ça c'est sûr. Ça a toujours été un bon danseur. Gaël, demi-frère de Saïn. Il allait souvent au cinéma McMahon pour regarder des vieux films et des comédies musicales en particulier. Il était fanat de Fred Astaire. Il avait d'ailleurs un look très Fred Astaire. C'était un petit peu entre Bowie et Fred Astaire, Gurvan. Il avait une vraie élégance au niveau de sa façon de bouger. Quand il a commencé à faire du Smurf, ça m'étonnait pas du tout, puisqu'il était vraiment pionnier. Je l'avais vu une fois, il faisait du Smurf aux Champs-Élysées avec sûrement les tout premiers danseurs de Smurf à Paris. Ah yeah, well. Tu donnes un coup de tête à gauche comme ça. Si tu veux, tu peux t'aider du doigt comme ça. Ensuite, tu bombes le torse légèrement et d'une douce ondulation et rotation du bassin suivi des genoux. Ouais, tu fais un petit pas chassé latéral. Au fur et à mesure, j'ai cherché des gens qui avaient connu Saïn avant le tag ou dans cette période où il faisait de la danse. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé d'une jeune fille à l'époque qui s'appelait Stéphanie Renard, qui était sa première petite amie. Stéphanie, on l'a cherchée vraiment pendant des mois et des mois et des mois. Et finalement, c'est Ève-Marie, la sœur de Saïn, qui a réussi à la retrouver. Et donc un jour, elle m'appelle et elle me dit « J'ai retrouvé Stéphanie. » Bonjour Stéphanie, j'essaye de reconstituer un peu la vie de Gurvan. J'aimerais bien vous poser quelques questions sur lui et sur l'époque. Rappelez-moi, merci. Il y a beaucoup d'émotions pour moi à reparler de Gurvan parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Stéphanie Renard, première petite amie de Saïn. Gurvan, c'est mon deuxième amour de jeunesse. Voilà, on s'est connus, j'avais 16 ans, on s'est séparés, j'avais 17 ans, on est restés 1 an ensemble. C'est un garçon qui était assez singulier et j'ai adoré cette singularité. Et on s'est aimé, passionnément, comme on peut être amoureux à cet âge-là. Et donc ça m'a vraiment attristée de savoir que il avait quitté ce monde-là. Avant de connaître Gurvan, j'ai connu son demi-frère Gaël, qui s'était retrouvé à être dans notre bande de jeunes, en fait, notre bande de potes d'adolescents. Et puis Gurvan est venu s'agréger naturellement à notre bande et il faisait partie de toutes les soirées, des vacances à l'Île-Dieu, des vacances en Normandie. Alors notre bande, on était tous de l'ouest parisien, donc plutôt de la grosse bourgeoisie de l'ouest parisien. Et il y avait un décalage en fait avec Gurvan qui lui était pas tout à fait
du même milieu, on va dire même simplement géographiquement, hein, sans parler forcément de classe sociale. Et puis, lui, il avait déjà quitté le cursus scolaire classique, puisqu'il était en CAP coiffure quand je l'ai connu, moi. Et que peu de temps après qu'on ait commencé à être ensemble, il est parti après faire son école de danse. Donc c'était vraiment pour nous, je veux dire, un garçon de cet âge-là, enfin moi j'avais 16 ans, un garçon à 16 ans qui part faire une école de danse, c'était, bon, en plus coiffeur, danseur, tout le monde me disait mais il doit être gay ton pote. Donc voilà comment Gurvan a fait partie de ma vie. Alors c'est vrai que par rapport à mon milieu d'origine et aux ambitions qu'on avait professionnelles les uns les autres, on avait tous envie de faire des études plutôt longues, assez poussées. On connaissait à personne qui faisait des CAP et à l'époque en plus c'était vraiment considéré comme des voies de garage. Donc un CAP de coiffure, ça semblait tout à fait improbable en fait que deux personnes comme Gurvan et moi-même formions un couple finalement. Mais quand bien même il aurait eu le même parcours que nous, de toute façon, c'était une personnalité qui était singulière. C'était quelqu'un qu'on remarquait. D'abord, il était très blond. Voilà, il avait quand même un physique, voilà, qu'on remarquait. Mais il était aussi très mystérieux. Donc, c'était toujours d'un pied sur l'autre, quoi. C'était soit le mec qu'on remarque, qu'on voit, qui a du charisme, qui est vraiment spécial. Et autrement, c'était quelqu'un qui était plus en retrait, qui observait. Donc, il jouait un petit peu sur les deux tableaux. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange. Dans cette bande d'amis, moi j'étais la plus jeune, donc j'étais considérée voilà, comme la petite, on va dire. Et quand Gurvan a intégré la bande, tout le monde, je pense que les garçons le regardaient avec un petit peu d'envie, voilà, parce qu'il avait déjà une personnalité qui était plus affirmée que la leur. Et je pense que si on leur avait demandé de former un couple au sein de cette bande, jamais ils auraient misé sur Stéphanie Renard et Gurvan Jégou, c'est clair. Et finalement, ben voilà, la vie a fait que on est sortis ensemble pendant des vacances de Pâques à l'Île-Dieu. Faire un petit plaisir tantôt. Moi, je devais rester 2 semaines et toute la bande ne devait rester qu'1 semaine, le reste de la bande. Et donc, j'ai accompagné tout le monde au port pour prendre le bateau pour repartir sur le continent. Et en fait, Gurvan et moi, on avait déjà passé 1 semaine d'amoureux, tout bon temps. Et donc, il est monté sur le bateau avec les autres. Ils ont commencé à me dire au revoir, etc., du pont du bateau. Moi, j'étais sur le quai. Et puis à la dernière minute, Gurvan a sauté du bateau, en fait, avec son sac, pour me rejoindre et pour rester cette 2e semaine avec moi. Et les autres, ils en avaient, mais la mâchoire décrochée sur le pont du bateau, parce que déjà, ils n'avaient pas misé 2 kopecks sur notre couple, et qu'ils soient capables de faire un truc pareil, aussi audacieux, enfin voilà, aussi en même temps romantique. Voilà, je crois qu'ils s'en sont tous pris plein la gueule, et ils n'y ont pas cru, ils étaient verts. Et moi, je veux dire, j'ai savouré cette victoire, mais c'était vraiment genre, voilà, vous voyez les mecs, voilà. Oui, Gurvan, c'est un mec bien, et quand il est amoureux, il est capable de sauter du bateau à la dernière minute avec son sac pour rester avec sa gonzesse parce qu'il est amoureux. Île-Dieu, le 23 juin 1984. Mon petit Gurlu, je t'écris juste un petit mot pour te dire que tout va bien et que je pense souvent à toi. En ce moment, je n'ai envie de rien, sauf de toi, bien sûr. Stéphanie. Quand est-ce que tu apprends qu'il fait du breakdance ? Quand il a arrêté son CAP coiffure pour démarrer l'école de danse. Mais c'était quand même... comment dire, on n'a jamais assisté à un spectacle, je suis jamais allée à cette école, moi je connaissais pas du tout non plus ces écoles-là, etc. Donc ça semblait vraiment être quelque chose de très mystérieux. Il nous a fait plusieurs démonstrations, on trouvait ça génial, évidemment. Mais pour nous, c'était vraiment, enfin, c'était comme de nous parler de la planète Mars, quoi. Franchement, un mec qui fait du breakdance, en plus après avoir fait de la coiffure, enfin bon, ça semblait assez antinomique ou enfin bizarre, quoi. Et voilà, donc ça a rajouté encore à la singularité en fait de la personnalité de Gurvan, de son parcours, de ses choix de vie. À cette époque-là, en tout cas, je pense qu'il était très incarné dans son corps. Et donc, il avait besoin il fallait que ça bouge, il fallait qu'il vive. Je pense que c'était une manière de se sentir vivant. Et je smurf,
c'est bête comme un œuf. Quand on smurf, on se sent tout neuf. On ne croise pas beaucoup de Gurvan, donc son prénom m'a tout de suite dit quelque chose. Jean-Marc Collet, ancien professeur de danse de Seine. J'ai rencontré ce garçon, hein, mais quoi en dire? D'abord, effectivement, il est resté peu de temps. Il était pas mal en questionnement. Là, il fait partie de ces gens qui fréquentent des écoles, qui s'inscrivent dans des écoles, qui savent pas exactement encore quel est leur projet et qui cherchent à se dire et à se formuler en même temps que, voilà, en tentant des choses, quoi. Mais par contre, je me souviens de quelqu'un ayant un certain appétit, quoi. Voilà, ayant envie d'eux et en même temps peut-être besoin d'une reconnaissance, je ne sais pas. On sait que Gurvan, il avait pas mal accroché au Smurf, il dansait pas mal dans la rue avec le Smurf qui commençait à cette époque-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez remarqué? Non, de toute façon, ça, on n'en faisait pas, mais il m'en avait parlé, par contre. Voilà, il m'avait dit qu'il cherchait à faire le lien, que ce qu'il aimait, c'était ce type de danse, etc. Mais qu'il n'avait aucune technique, ni rien du tout, donc il voulait voir s'il fallait pas élargir ses connaissances, quoi, vous voyez. C'était pas vraiment un athlète, Gurvan. Vous voyez, quand on devient danseur, il faut avoir, il faut avoir des muscles, il faut avoir un cardio, il faut avoir un placement, il faut avoir des connaissances, quoi. Et puis, je pense que l'aspect composition l'intéressait aussi, dans le sens créer sa propre danse. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'il décroche? Aucune idée. Là, je vais pas vous amener sur des fausses pistes, je ne sais pas. Apparemment, il est resté un temps quand même relativement court. C'est plus de l'ordre d'un trimestre ou peut-être, je sais pas s'il a fait 2 trimestres. Parfois, au début, on s'inscrit dans une école pour une idée, hein. Je pense qu'il cherchait comment être reconnu. Il cherchait une reconnaissance, il cherchait à être vu. Et d'ailleurs, ce que vous me dites sur la nature de son tag où il a écrit son nom partout, ça va exactement dans le sens, vous voyez. Et moi, je pense qu'il y avait un décalage, voilà, c'est un peu comme si sa psyché n'avait pas pu trouver refuge dans son corps. On sentait qu'il y avait un questionnement. Donc vous perceviez plutôt Gurvan comme quelqu'un qui avait besoin de s'exprimer plutôt que d'apprendre vraiment à danser. En fait, vous dites le mot et je crois qu'on a besoin de rien mettre derrière, c'est d'exprimer. Voilà, de s'exprimer, donc comme au même titre qu'on presse une orange ou qu'on essore une éponge, vous voyez. C'est quelque chose qui exprime, qui s'exprime, voilà. La première fois que j'ai croisé Gurvan, Rocking Squat, rappeur du groupe Assassin. J'étais en train de danser dans la rue. Et je pense que j'ai dû le croiser un peu avant parce qu'il m'a reconnu en fait. Donc ça veut dire qu'on avait dû se croiser une première fois, mais je sais pas où. J'ai pas le souvenir. Et en tout cas, j'étais en train de danser dans la rue à l'époque du breakdance. Et c'était Place du Tertre. On dansait à plein d'endroits différents, mais là c'est tombé Place du Tertre. Et je me rappelle de ce mec-là qui me reconnaît et qui est habillé avec ses petits mocassins, son petit pantalon à pain, son petit polo. Et il est venu smurfer avec nous. Donc ça veut dire qu'il avait déjà une notion de danse à cette époque-là de Smurf. C'était assez drôle. J'ai cette anecdote-là parce que je l'ai revu, bien sûr, très peu de temps après, puisqu'il a acheté son appartement avec la famille dans le quartier, dans le 18e. Donc ça veut dire que je l'ai recroisé. Mais le premier souvenir que j'ai, c'est ce moment-là où je danse et où il me rejoint sur le carton qu'on avait posé par terre pour danser et se faire un petit truc de Smurf. À cette époque, je pense que... moi, j'ai 15 piges. 14-15 piges. Donc, je suis un neugeux, quoi. Tu vois, je suis un ado. Lui, il est plus vieux que moi. Il doit avoir 3-4 ans de plus que moi. Donc, c'est un mec qui a 17, 18, 19 ans, quoi. Et je trouve qu'il a une super énergie, mais bon, comme tous les ados de l'époque, en fait. Tu vois, on est... on a envie de croquer la vie à pleines dents. C'est une époque où on a beaucoup d'amis, de connaissances. Après ça, il est dans le quartier. Moi, je suis déjà en train de taguer mon quartier. J'ai pas le souvenir vraiment précis non plus, mais ce que je sais, c'est qu'à partir de fin 85, je commence à voir ce mec-là quotidiennement.
Et je me rappelle que je tombe, parce que je traîne en fait, un peu partout. Et je croise plusieurs fois ce mec-là. Et moi, je suis déjà à fond dans le graffiti. Et je sais qu'il commence à me suivre et on commence à faire des tags ensemble. Et après, on calcule même plus ce que c'est. Enfin, on est ensemble et on tag partout, quoi. Concernant les prémices du tag chez Gurvan, j'ai pas de souvenir qu'il y ait d'explication particulière. Stéphanie Renard. Voilà, moi j'ai eu le sentiment que il avait rencontré des potes qui faisaient ça, il avait trouvé ça sympa, il s'y est mis aussi, il avait du talent, ça s'est fait comme ça. Il te dit pas ce qui l'attire là-dedans? Pour moi, c'était la traite de l'interdit, en fait. Et puis, ça allait tellement bien avec sa personnalité. En fait, voilà, c'était un truc qui, à la fois, qui était accessible, puisqu'on pouvait le voir dans la rue, on pouvait le voir dans le métro. Donc, c'est pas un truc où il faut aller chercher pour savoir ce qu'il fait. Donc, on voyait bien qu'il faisait des choses quand même réelles. Et puis, ça collait tellement bien avec sa personnalité aussi, qui était quand même vraiment singulière. Voilà, quand même son côté créatif, artistique, puis cette espèce de personnalité, quand même, voilà, qui il était. Je pense que dans le tag, Gurvan a dû trouver une forme de reconnaissance. C'est s'afficher quand même aux yeux du monde. C'est quand même, je veux dire, les gens, il y a des millions de gens qui prennent le métro tous les jours. Eh bien, ils voyaient la signature de Gurvan. Et en même temps, ça lui ressemble aussi parce que Sign, c'est pas Gurvan Jégou. Les gens, ils se disent pas, tiens, c'est Gurvan Jégou. Ils voient Sign, donc ils ne savent pas qui c'est. Donc en même temps, il est extrêmement visible et en même temps, on ne sait pas vraiment qui c'est. Donc on revient toujours sur cette thématique chez Gurvan de ce qui est montré, pas montré. Enfin, c'est toujours cette histoire de double, en fait. Donc voilà, c'est une manière de se mettre en avant sans être vraiment en avant non plus. Est-ce qu'à partir de ce moment, vous sentez une rupture, c'est-à-dire qu'il quitte votre groupe pour aller vers un autre groupe de gens? Oui, il y a une distance qui se pose entre lui et nous, toujours pour ces histoires de chemins différents. Voilà, après, ça s'est délité naturellement. Le 19 janvier 1985. J'espère que même si tu ne veux plus me voir, tu liras au moins mon petit mot. Je t'aime et trouve ridicule de s'en arrêter là, uniquement parce que je ne peux plus venir dormir chez toi le week-end. Cette fois-ci, c'est toi qui adoptes le système du tout ou rien. Je préfère te voir une fois de temps en temps que plus du tout. Bien sûr que je ne peux pas te forcer, alors réfléchis bien et tu verras que si tu m'aimes encore, tu seras moins malheureux en me voyant peu que pas du tout. Je t'embrasse très fort. Tu étais mon coin de ciel bleu, maintenant tout s'assombrit. Reviens, je t'aime. Là, c'est clair qu'il a l'air de vouloir me quitter quand même. Là, je pense que ça n'a pas dû durer encore trop longtemps, à mon avis d'ailleurs. Affaire à suivre. Dans le prochain épisode, le tag. Ce qui comptait, c'était ce qu'on avait à se proposer pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, le plus important, c'était d'être hip-hop. Que ce soit dans la qualité de tes graffitis ou de ton tag, de ta danse, de ta beatbox. Est-ce que t'en es, est-ce que t'en es pas? C'était vraiment une énorme épopée. En fait, on était un peu les ambassadeurs d'un nouveau truc qui s'appelle graffiti, mais on ne savait pas. Vous venez d'écouter Les 1001 vies de Sign, une production tard le soir. Enquête de Karim Boukercha, réalisée par Elsa Denac, musique originale Basile Bocquer, mixage Simon Zrak. Ce podcast fait partie d'un projet transmédia. Prolongez l'histoire avec un texte et des images inédites en vous procurant le livre My Name is Sign, Paris is Mine aux éditions L'Œil d'Horus. Livre disponible uniquement en ligne sur www.westedtalent.fr. Merci au Fonds de dotation Agnès B, à Pseudo Radio et au Fonds Renault pour l'Art d'avoir soutenu le projet.